Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 22 septembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où le géant de l'immobilier chinois Evergrande rassure les opérateurs. Mais toutefois, nous avons encore les annonces de la Fed ce soir qui pourraient aussi créer un peu de volatilité et d'agitation durant la soirée. Alors, hier, Wall Street a terminé un peu en ordre dispersé, alors que les inquiétudes sur les déboires du groupe immobilier chinois Evergrande, qui avait provoqué un net repli lundi, et l'incertitude entourant bien, la réunion de la politique monétaire de la Fed, ont alimenté la prudence hier sur les places américaines. Très clairement, on a eu un beau rebond en Europe, mais outre-Atlantique, on a eu un rebond assez fébrile. Donc là, à court terme, des bourses européennes plutôt qui surperforment, ont bien rebondi depuis lundi, même aujourd'hui, on est bien dans le vert, alors que les investisseurs américains, eux, sont plutôt en retrait dans l'attente justement de la Fed ce soir. Alors Wall Street avait été plombé justement par l'inquiétude entourant les risques de fragilisation du système financier en Chine du fait des déboires d'Evergrande menacés de défaut de paiement sur ses dettes à l'approche d'échéances à risque, notamment ce jeudi. Et cette inquiétude s'est ajoutée en tout cas aux préoccupations liées à la crise sanitaire du coronavirus et au rétablissement de l'économie américaine. Les investisseurs attendent désormais le communiqué de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire. La Banque centrale devrait présenter logiquement le cadre de son tapering, donc la fameuse réduction des achats d'actifs. Néanmoins, aucune annonce formelle de la Fed n'est attendue par les observateurs avant la réunion de novembre ou celle de décembre. Pourquoi Jérôme Powell devra quand même s'expliquer sur l'inflation et son caractère transitoire. Donc ce matin, en Europe, on évolue en nette hausse, soulagé justement par l'annonce d'Evergrande concernant le paiement du coupon d'une obligation, qui éloigne quelque peu les craintes d'un défaut de paiement imminent du géant chinois de la promotion immobilière. Euh, Rien n'est encore fait, mais à court terme, en tout cas, Evergrande a su rassurer les marchés. Alors, la principale filiale d'Evergrande a annoncé mercredi avoir négocié avec ses créanciers un accord pour régler les paiements d'intérêts sur une obligation onshore, ce qui a apporté un certain soulagement aux investisseurs inquiets, comme vous le saviez, d'une possible faillite qui pourrait mettre à mal l'ensemble du système financier chinois. Pour rappel, certains parlaient d'un Lehman Brothers 2.0, il y avait beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Pour le moment, la situation est partiellement maîtrisée. On attend aussi de nouveau des annonces, à savoir par les prochaines échéances des coupons, savoir ce que va faire le Parti communiste chinois. Mais en tout cas, pour l'instant, Evergrande rassure les marchés et surtout, le pire n'est pas certain. Les marchés devraient aussi, de ce fait, aborder dans un climat positif les décisions de politique monétaire de la Fed attendues dans la soirée. Et les investisseurs, comme je vous le disais, veulent notamment connaître les conclusions des discussions sur le tapering, la réduction graduelle des achats d'obligations sur les marchés, et sur le caractère temporaire, disant transitoire, de l'inflation. Là, pareil, Jérôme Powell est attendu au tournant ce soir, donc normal que outre-Atlantique,
on a eu un rebond un peu faible, les investisseurs limitant la prise de risque à l'approche d'une annonce assez importante ce soir. Donc ici, côté macro, nous avons, comme je vous l'expliquais, les paiements d'intérêt d'Evergrande. Ce qu'il faut savoir, c'est que la principale unité du China Evergrande Group a déclaré justement aujourd'hui qu'elle effectuerait un paiement d'intérêt sur ses obligations le 23 septembre, après des négociations privées avec les détenteurs d'obligations, alors que les investisseurs mondiaux, eux, s'inquiétaient justement d'un éventuel défaut de paiement du deuxième promoteur immobilier de Chine. Et ce matin, dans un document financier, le groupe indique que l'échéance des intérêts de demain a été résolue via des négociations hors chambre de compensation. Sans plus de détails, pour rappel, la Chine est un peu renfermée sur elle-même depuis le Covid. La Chine reste opaque un peu dans ses démarches et dans sa position face à la situation d'Evergrande. Mais en tout cas, le groupe cherche à éviter, je pense, une faillite qui pourrait derrière se répercuter sur l'économie chinoise et par effet ricochet impacter l'ensemble de l'économie mondiale. Toutefois, ça reste quand même un dossier très épineux et à mon avis, il va revenir sur le devant de la scène dans les mois, voire les semaines à venir. Actuellement, le paiement des intérêts de ces obligations va être effectué demain. Toutefois, il reste ici, il reste quand même 669 millions à payer d'ici la fin de l'année. Donc, à court terme, le pire n'est pas certain, mais effectivement, quand on voit les prochaines dates, avec en violet ici un peu les intérêts dus, vous voyez quand même qu'on a encore pas mal d'échéances à venir pour 2022 et 2023. Comme je vous le disais, à court terme, tout va bien. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais à mon avis, on va encore entendre parler d'Evergrande dans les semaines, dans les mois à venir, étant donné qu'il faudra aussi effectuer le paiement des intérêts pour les prochaines dates, notamment en 2022. Là, reste à savoir comment va se positionner le Parti communiste chinois pour tenter de renflouer Evergrande, auquel cas, s'il n'intervient pas ou s'il manque de transparence dans sa communication, forcément, lorsqu'on va de nouveau approcher de ces dates butoirs, les marchés pourraient de nouveau déraper, on pourrait encore avoir quelques secousses. Très clairement, Evergrande, ce n'est pas terminé. À court terme, on a su rassurer les investisseurs, mais je pense que le dossier va encore alimenter et faire couler de l'encre, à mon avis, dans les prochaines semaines, prochains mois, étant donné que voilà, il y a quand même pas mal. Alors, le dossier va encore poser problème, très certainement, dans les semaines et les mois à venir. Ici, nous avons les prévisions de croissance selon l'OCDE. Donc très clairement, je m'excuse par avant de la qualité de l'image, mais je n'ai pas réussi à avoir une image de meilleure qualité. Toutefois, on arrive quand même à deviner les pays et les perspectives, les projections de croissance de PIB pour 2021 et 2022. La semaine dernière, on a eu les prévisions de croissance de la Banque centrale, on a eu les prévisions de croissance de Goldman Sachs, la Banque centrale qui tablait notamment pour la France à une croissance à 4,2% en 2022. L'OCDE finalement table sur 4%. Bon, on est à peu près dans la même fourchette. La France devrait donc inscrire une croissance cette année aux alentours de 6,3%. Et les États-Unis, effectivement, la fourchette, selon le CDE, ce serait 6% cette année.
est entre 6 et 6,8% pour 2021. Assez surpris de voir que l'OCDE pense que la France va réaliser une meilleure croissance que les États-Unis en 2022. Effectivement, l'OCDE attend 3,9. Goldman Sachs attend 4,6. Là, il y a quand même un bon gap. Et la fourchette haute, je crois que c'est 4,8 pour un consensus à 4,5. Donc là, très clairement, des prévisions dans l'ensemble correctes, même plutôt bonnes, reviendraient quasiment sur les niveaux d'avant Covid. Les États-Unis avaient une croissance un peu plus faible avant le crack du Covid et la France, elle, enregistrait à peine, on était dans les 1,2 voire 1,5% de croissance. Donc, croissance encore à venir et plutôt, on va dire, forte et assez plutôt rigoureuse en Europe et notamment aux États-Unis. Toutefois, ces prévisions ont encore le temps de changer, notamment avec le Covid. Certes, les campagnes de vaccination ont permis d'empêcher une nouvelle vague, en tout cas à court terme, mais pour autant, personne ne sait si d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, une nouvelle souche ne sera pas détectée. Dans l'ensemble, pour la fin de l'année 2021, je pense qu'on devrait s'en tenir à ces prévisions de croissance-là. Des prévisions dans l'ensemble pour 2022 bonnes, assez optimistes, je dirais, que ce soit la BCE qui avait présenté ses prévisions de croissance pour la zone euro il y a 2 semaines. Les banques comme Goldman Sachs et JP Morgan, elles aussi, qui ont présenté leurs prévisions de croissance, et maintenant autour de l'OCDE. Donc, il faut encore s'attendre à un retour de la croissance en 2022, même si je m'attends, comme je vous le disais, depuis pas mal de temps, à un retour à une certaine normalisation et potentiellement une croissance peut-être un peu molle. Donc là, on est sur des perspectives plutôt optimistes. N'oubliez pas que ces institutions peuvent très bien revoir à la baisse dans quelques mois leurs prévisions en fonction de l'évolution de la reprise économique et de l'évolution aussi de l'impact du Covid-19 dans le monde. Côté graphique, allons voir notre indice national, le CAC 40, qui poursuit son rebond depuis lundi maintenant. Alors, en données daily, on est toujours dans ce canal baissier. Celles et ceux qui ont réussi à se positionner sur la borne basse, sur la zone, le pivot clé, les 6400 points, eh bien, on remonte leur stop et pensent à prendre quelques bénéfices. En attendant, on a un CAC 40 qui a effectivement fait un très beau rebond. Payer là maintenant en pleine accélération après quasiment plus de 200 points de hausse seulement de séance, c'est un peu risqué si vous voulez mon avis. On est monté un peu haut, un peu vite. Je n'exclus pas très clairement un comblement du gap ici avant de repartir. Donc, pour ma part, signal technique haussier donné si on casse cette fameuse zone. Ici. Donc, ancien plus haut de juin 2021, couplé à la MM50 et à la borne haute de notre canal baissier. Là, effectivement, j'estimerais qu'on a un signal
technique haussier pour aller chercher les 6780, voire 6913. Mais pour l'instant, on est bien orienté à la hausse, mais un comblement du gap ne serait pas à exclure. Très clairement, je ne serais pas étonné que le marché vienne respirer un peu. On a quasiment, depuis le début de la semaine, rattrapé toute la baisse qu'on a eue lundi. Alors sur les US, on a à peine retracé finalement, donc rien n'est fait. On a encore la Fed ce soir. En cas de déception, les marchés pourraient retomber un peu. Voilà mon plan sur le CAC 40. Ce serait un comblement du gap. Pourquoi pas essayer de retravailler cette zone ensuite à l'achat, et derrière, le véritable signal technique sera donné à la cassure et à la sortie par le haut de ce canal baissier. En données 4 heures, effectivement, on prolonge notre oblique juste ici. Bon, payer ici, aucun intérêt pour moi. On est sous les mêmes 200, sous les mêmes 50, sous oblique. Là, au contraire, un trader aguerri sur signal tenterait peut-être une petite vente pour justement espérer un repli pour venir combler le gap avant de repartir. Voilà le plan que j'ai actuellement sur le CAC 40. Celles et ceux qui sont rentrés ici, eh bien, ont pris leurs bénéfices, ont remonté leur stop. Une sortie par le haut ne serait pas à exclure. On rappelle que le pire n'est pas certain, qu'il ne faut pas non plus être ultra pessimiste, que la dynamique de fond reste encore haussière sur l'indice CAC 40. Après avoir effectué une chute de quasiment 6%, si je ne dis pas de bêtises, même un peu plus, 7%, le CAC 40 reprend des couleurs. Toutefois, cette zone ici, c'est la zone chaude. Donc là, il faudra surveiller un franchissement avec une belle bougie pour se positionner. Mais en attendant, les achats sont plutôt à déconseiller, mais à éviter, étant donné qu'on est déjà proche de la zone chaude, et potentiellement chercher plutôt à se repositionner dès qu'on viendra combler le gap ici. On parvient à combler le gap, se repositionner sur le support pour espérer une nouvelle jambe de hausse, cette fois-ci casser les différents niveaux de résistance. Le DAX. Le DAX, même constat. J'avais comme objectif le comblement de ce gap hier, donc des choses faites. Maintenant, je passe très clairement neutre sur l'indice allemand. Pareil, pour moi, on a un gros niveau ici à franchir. On est en train de réintégrer ce canal baissier, mais j'ai le sentiment qu'on va partir dans un range. Supprimer ce canal. Pour l'instant, certes, il est pertinent. Retirer. Mais le sentiment qu'on est dans un gros range. Le nuage, justement, qui va se mettre à plat et tout porte à croire qu'on a atteint le milieu du range sur le DAX. Et clairement, pour moi, ce n'est pas un niveau qui va m'intéresser. On est venu combler le gap, c'est chose faite. Maintenant, balle au centre. Si on accélère, bon, eh bien, celles et ceux, encore une fois, qui sont positionnés sur la bande basse, eh bien, se laissent porter par le flux acheteur. Si on est amené à retomber, les prochaines zones qui vont m'intéresser, ce sera les 15 310. Et la zone parfaite, encore une fois, ce serait comme pour le CAC, 6 400 points, c'est la zone des 15 100. 15 100, 15 120 points. Entre-temps, on aurait la MM200 qui sera en train de remonter. Et effectivement, on serait bien dans une zone de range. À court terme, plutôt neutre. Attendons de voir les annonces de la Fed. Mais sinon, les zones de repli qui vont m'intéresser, ça va être 15 300, 15 100. Bien évidemment, ici, ça peut être aussi sur signal de vente une zone intéressante à vendre sur signal. J'aime bien donner horaire, mais plutôt pour de l'intraday et du scalping. Effectivement, j'estime qu'on est dans une zone intéressante. Si le marché cale un peu,
midi, pourquoi pas tenter quelques ventes pour voilà, prendre juste quelques points sur le DAX en intraday, puis un léger repli. Mais sinon, pour du swing, j'attendrai vraiment un retour sur les zones que je viens de vous citer. Le Dow Jones. Qui est un peu à la traîne finalement, l'indice américain, comparé à l'Europe, notamment le CAC 40, qui depuis sa baisse de lundi, vous voyez qu'on a déjà tout retracé, et le Dow Jones reste en retrait. Dans l'attente, justement, quand même, il y a certaines incertitudes vis-à-vis des annonces de la Fed et de son tapering, moins son programme autour du tapering et de ses annonces surtout concernant l'inflation. Donc, on fera le point surtout demain, on aura plus de visibilité, les investisseurs auront de nouvelles échéances sur un peu le tour de vis que pourrait mettre la Fed dans les prochaines semaines, voire d'ici la fin de l'année. Actuellement, on est toujours dans ce fameux range et un indice qui reste quand même assez fébrile. C'est sûr que un retour sur la borne basse du range ici, eh bien, serait de nouveau un niveau clé pour tenter des achats. Pareil avec la MM200 qui remonterait. On est déjà venu taper la borne basse. Là, plutôt neutre. Le niveau qui va m'intéresser si on continue de baisser ce soir, ce sera les 33 550. Un peu plus. On va tout de suite passer sur le cash, les futurs. Je trouve de toute façon que on a une propreté des prix sur les futurs qui est vraiment impeccable. Et sur le cash, un peu moins. Donc, je préfère basculer sur les futurs. De toute façon, ça correspond plus au CFD. Et voilà, là, c'est le range. On est dans le range. On a retracé finalement les 38,2. Donc, en données, on va passer en données daily. En données daily, on va enlever l'Ishimoku. De toute façon, j'en ai pas besoin, sauf pour savoir qu'effectivement, on a le bas du nuage qui correspond à la borne haute du range en données 4 heures. Donc là, le plan pour moi sur le Dow Jones, ça va être ça. Les zones, encore une fois, travailler les zones. Vous voyez qu'ici, hier, on est venu taper l'eau de la zone, hop, c'est reparti à la baisse. Donc, bien identifier les zones, tenter des achats sur la borne basse, sur signal, encore une fois, des ventes, pourquoi pas, si on a une bougie de retournement. Effectivement, si on a une dégringolade, ce niveau-là va de nouveau m'intéresser. Cette zone de prix à 33 400, 33 500 points. Maintenant, autre élément intéressant, c'est la bougie qu'on est en train de dessiner. Là, on a fait une belle bougie flux. Là, un peu bon, un marteau inversé presque. On a un peu trop de mèche basse, plutôt un doji. Et là, on est en train de faire une bougie flux. Potentiellement, une étoile du matin. Doji. Chandelier de retournement. Donc, voilà pourquoi le Dow Jones pourrait indiquer un creux, toutefois confirmé sur clôture, et après les annonces de la Fed. Maintenant, si on affine un peu le plan, on a retracé les 38,2 et donc ici, nous avons un range à venir. Voilà pour moi le range qu'il va falloir trader sur le Dow Jones à court terme, avec pourquoi pas un excès, comme on a eu ici, dans la zone basse du range daily. Et derrière, si on en sort par le haut et qu'on break les 38,2, double creux, et donc je viserai retracement des 61,8 de FIB. Voilà le plan sur le Dow Jones que j'ai à moyen terme. Soit la Fed déçoit, on accélère à la baisse et surveiller des achats dans la zone basse. Soit finalement stabilisation en phase de trading range ici, entre les deux zones, et en cas de cassure, des 38,2, validation d'un double creux pour aller chercher le niveau des 61,8
de Fibonacci. L'euro-dollar. L'euro-dollar, très clairement, je suis complètement neutre sur cette paire. À l'approche de la Fed, comme je vous le disais, surveillez votre exposition au dollar, ne soyez pas trop exposé sur trop de paires de Forex, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Personne ne sait quelles vont être les annonces de la Fed, personne n'a une boule de cristal pour deviner dans quelle direction vont partir les prix. De ce fait, évitez le trading casino. Pour ma part, on est dans un range. Bon, eh bien, si on a un creux et que ça repart, ça repartira. Mais sinon, j'ai bon espoir de voir les prix effectuer la rotation complète pour venir chercher encore une fois la borne basse de mon range. Ici. Je le reconnais qu'on a un niveau de support intéressant effectivement sur les 1,17. 1,1710, on est venu quand même plusieurs fois taper ce niveau de prix, donc on a un niveau de support dans le range, c'est un range un peu complexe, mais voilà, se positionner à l'achat ici juste avant la Fed ou à la vente en anticipant je ne sais quoi, ça relève un peu de Madame Irma, je dirais, d'une boule de cristal et d'un trading casino. Donc à éviter, voilà. Il faudra attendre, selon moi, que la poussière retombe et pourquoi pas prendre position à partir de demain ou dans la soirée en fonction des annonces de la Fed. Mais très clairement, c'est le niveau que je surveille. De toute façon, l'euro, depuis le début de la semaine, ne fait quasiment rien ou plus rien. Si vous étiez vendeur en haut, eh bien très bien, vous mettez votre stop à break-even ou un stop win. Vous vous dites pourquoi pas avoir une cassure par le bas. Sinon, les autres, attendez que l'orage passe ce soir pour avoir plus de visibilité sur cette paire. Et ne pas vous précipiter sur tout. Pour l'instant, il ne s'est absolument rien passé depuis le début de la semaine, justement dans l'attente des annonces de Jérôme Powell ce soir. Donc on fera le point demain matin pour savoir comment intervenir sur l'euro-dollar. Le GBP USD, c'est à peu près pareil. Effectivement, on se trouve vraiment sur un niveau qui m'intéresse. J'évoquais avec vous le GBP USD en ce début de semaine, en vous disant ça devient intéressant. On est pareil sur la borne basse d'un range et potentiellement un triangle symétrique est en train de se former. Donc, une opportunité, plutôt des achats sur cette paire. Encore une fois, c'est du dollar. Donc, prudence avec les annonces de Jérôme Powell ce soir. Néanmoins, je guette ce niveau pour tenter des achats. Bien évidemment, si j'ai une clôture ce soir daily sous les plus bas ici, eh bien, il faudra passer vendeur pour viser les prochains niveaux de support. Ici, ça reste une zone que j'ai envie de travailler à l'achat et effectivement, si j'affine en données 4 heures, on est en train de former une divergence sur la borne basse du triangle et potentiellement la borne basse du range. Vous voyez ici, divergence 4 heures. Elle n'est pas encore validée. Mais si après les annonces de Powell, éventuellement, on valide cette divergence, eh bien, pourquoi pas se positionner 15, 20, 30 minutes après les annonces, hein, ne pas se positionner non plus durant les annonces, mais c'est le temps au marché de digérer tout ça. Mais effectivement, si on valide ce scénario, là, on a une divergence haussière avec un stop loss sous les plus bas pour aller chercher dans un premier temps la MM50. Et le mieux, ce serait d'aller chercher la borne opposée du triangle. Et une partie de ses bénéfices. Et derrière, si ça casse, eh bien, espérer une belle impulsion haussière sur le GBP USD. On fera le suivi demain, mais là, j'aime bien vraiment la dynamique qu'on est en train de prendre sur cette paire. On est venu chercher pile poil le bas de l'oblique, quasiment le bas du range. On forme une divergence haussière 4 heures. Elle n'est pas encore validée. Pour ma part, j'estime qu'il faudra attendre ce soir, après 20 heures, les annonces de Jérôme Powell. On peut
très bien repartir direction plein sud et invalider complètement ce scénario, ou bien valider cette divergence et effectivement offrir une opportunité de trading sur cette paire. L'euro-yen, on évoquait l'euro-yen hier et son range. Donc forcément, Evergrande rassure les marchés. Le pire n'est pas certain. La fin du monde n'est pas pour aujourd'hui en tout cas. Donc forcément, l'euro reprend de la hauteur. Et encore une fois, j'aime beaucoup la bougie qu'on est en train de former sur la borne basse du range. Un avalement haussier. Donc, en données hebdomadaires, voilà, la moyenne mobile 50, vraiment très pertinente. Les prix sont venus une deuxième fois taper dessus. Je n'exclus pas une formation double creux derrière, mais un double niveau de support, si vous voulez, c'est EMM 50 et à la fois cette borne basse de range de consolidation. Donc, des éléments qui viennent renforcer ce niveau de support. Et là, actuellement, on est en train de former un bel avalement haussier. Donc, si ce dernier est validé, je viserai 125,17, puis retour sur la bande haute du range à 130,62 et un stop loss d'invalidation sous le niveau des 128. 128,75 à peu près. Peut-être que certains d'entre vous ont affiné le plan avec une entrée un peu plus précoce. Effectivement, on a eu un bel avalement donné 4 heures. Ici, durant la nuit, pour les leftos, peut-être que certains avaient anticipé, comme ici, sur une unité de temps plus courte, un chandelier de retournement. Là, j'aime bien la dynamique qu'on est en train de prendre sur l'euro-yen avec cet avalement 4 heures et l'avalement daily qu'on est en train de former. De ce fait, un premier objectif, selon moi, 129,15, 129,17. Et si le marché réussit à casser ce niveau, eh bien, rotation complète des prix pour aller chercher la borne haute. Et après, toujours intéressant de garder un reliquat, comme je vous le disais, car si on casse ce niveau, eh bien, celles et ceux qui sont positionnés ici et qui ont gardé un reliquat pourront viser très haut avec ce double creux et auront eu un super ratio risque-reward, même en gardant seulement 15 ou 20% de la position initiale. Le gold, bon, le gold, c'est propre aussi, la divergence a plutôt bien fonctionné. Une prise de bénéfice a dû s'opérer, étant donné qu'on a retracé les 50% de la dernière vague de baisse. Donc, comme évoqué hier, on travaille par anticipation toujours cette fameuse ETI. Épaule, tête, épaule inversée. Mais on est, encore une fois, sur une anticipation de figure, en ayant pris une position sur la divergence 4 heures, formant la deuxième épaule. Donc, celles et ceux qui sont rentrés sur la divergence 4 heures, l'objectif théorique a été atteint, à savoir les 50% de la dernière vague de baisse. Maintenant, soit vous prenez partiellement des bénéfices et remontez votre stop à break-even. Maintenant, advienne que pourra avec les annonces de la Fed. Si la Fed ne plombe pas le gold comme elle l'avait fait la dernière fois, eh bien, le métal jaune devrait poursuivre sa reprise haussière. Et donc, très important de garder encore une fois un reliquat. Le but de ce trade, c'est de sortir gagnant quoi qu'il arrive. Celles et ceux qui sont rentrés sur la divergence 4 heures ici, sur ce chandelier-là, eh bien, on prenne des bénéfices, mettent le stop à break-even. Si la Fed ne plombe pas le gold, comme je vous le disais, eh bien, on poursuit la reprise haussière, on espère aller chercher les 1830 en gardant un petit reliquat, auquel cas, si on franchit les 1830, là, ce sera le feu d'artifice derrière. Et sinon, si ce plan d'ETI est invalidé et que le gold chute, eh bien, vous avez pris vos bénéfices et vous sortez au moins avec un gain. Léger, certes, mais un gain. C'est toujours mieux que de sortir avec
que de sortir avec une perte. Voilà le plan sur le gold. Plutôt pour celles et ceux qui se sont positionnés suite à cette divergence. Donc, objectif théorique atteint. Pensez à garder un reliquat. Maintenant, je laisse décider Jérôme Powell et la Fed sur la direction à venir du gold ce soir. Le Brent. Le Brent toujours bien orienté à la hausse. Le support a tenu. Je peux dire. Et haussier. Encore une fois, c'est haussier. On a consolidé. On est sur résistance. Donc, ça pourrait être éventuellement intéressant de chercher des achats, peut-être un peu risqué, mais j'attendrai une clôture hebdomadaire en fait. Pour un achat, de nouveau un achat, plutôt pour celles et ceux qui étaient positionnés à la cassure ici. C'est le TP1, le TP2 pour moi c'est plus loin, mais pour les nouveaux entrants sur le Brent, ça va être préférable voilà, qu'on ait une cassure en fait au-dessus de l'oblique pour éviter de se manger un bull trap, un vilain bull trap. Voilà le plan, mais je reste en tout cas toujours haussier sur le Brent. C'est aussi en données 4 heures, mais j'attends qu'on break mon niveau des 76 $. 75, 60 et l'oblique, on est à 76 $. Effectivement, si on fait une belle clôture hebdomadaire au-dessus de cette oblique, eh bien, je viserai toujours mon TP2 vers 80 $. En daily, on travaille la résistance, on n'achète pas une résistance, on attend sa cassure. Mais j'aimerais confirmation de la cassure de la résistance et de l'oblique avec une bougie weekly, ce qui me permettrait d'avoir meilleure probabilité, ça me conforterait en tout cas dans mon scénario de poursuite de la hausse en direction des 80 $. Voilà le plan sur le Brent, mais toujours soutenu par son oblique, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. On travaille la résistance. Donc maintenant, il faut que les acheteurs voilà, montrent qu'ils ont quelque chose dans le ventre pour accélérer. Et en attendant, on est sur un gros niveau. Peut-être que certains ont envie de vendre, mais je n'observe pas de bougie de retournement en données journalières ou en données 4 heures. De ce fait, les acheteurs gardent la main. Le light, le WTI. Le WTI, c'est la même chose. Au final, on a réussi à reconquérir les 71,50. Pour ma part, j'estime qu'on est plus dans une phase de trading range. Vous voyez, venu reprendre appui sur l'ancienne zone de polarité. Je vais enlever les chiffres. Voilà, on est venu reprendre appui sur la zone de polarité. Là, on est en train de break. Bon, je préfère encore une fois la configuration graphique du Brent qui est plus propre avec cette belle oblique, vous voyez, hebdomadaire qui vient coiffer les prix avec notre niveau de résistance. Donc, plus focus sur le Brent que sur le WTI. Néanmoins, ça reste du pétrole. Logiquement, si le Brent monte, le WTI devrait suivre aussi. Mais j'estime encore qu'on est dans un range et il serait préférable de casser la borne haute. Voilà, pour aller chercher les 74,70. Encore une fois. Mais le plan reste le même, phase de trading range. Ici, on est au milieu du range, on attendra la cassure. Pourquoi pas, si on retombe, tenter des achats sur la borne basse, une nouvelle fois. Dans le cas contraire, attendre la rupture. Mais je préfère attendre la rupture des plus hauts des 76 sur le Brent. Là, c'est un gros niveau de résistance. Que ici, où bon, ce n'est pas un niveau très pertinent sur le pétrole WTI. D'où mon intérêt depuis maintenant quelques semaines sur le Brent. Pour terminer ce briefing, on va s'intéresser donc au Bitcoin, aux crypto-monnaies.
Petite frayeur hier sur le BTC, mais bon, le support a tenu. La zone des 41 000, 42 000 dollars a cédé en clôture sous la pression vendeuse. De ce fait, les acheteurs gardent encore la main selon moi. Effectivement, le sentiment qu'on est dans une correction en A, B, C, on reporte les vagues, ça donne bien ce type de correction-là, qu'on a clôturé au-dessus du niveau de support et que derrière, on est peut-être dans un biseau descendant, voire un peu un gros fanion, et plutôt un biseau, ça prend plutôt la forme d'un biseau. Je cherche encore une fois des achats sur la zone basse. Donc là, ici, intéressant de voir qu'on a eu un bel avalement haussier sur le BTC. On a fait de la mèche normale, c'est volatile. On vient faire une chasse au stop aussi pour les personnes qui mettent leur stop un peu trop près. Mais avec l'avalement haussier qu'on a eu ici, j'ai bien envie d'aller aussi de viser en tout cas la zone des 44 800. C'est le niveau qui va m'intéresser. En TP1, retomber un peu, et en TP2, ce serait de franchir cette oblique. Effectivement, si on est dans un biseau, voilà, faut aller chercher cette deuxième zone-là. De toute façon, entre les deux zones, pour moi, il n'y a absolument rien d'intéressant à faire. Il faut travailler les zones sur le BTC, sur toutes les cryptos. Et là, actuellement, voilà, très belle zone de polarité juste ici, 40 350 et 41 300. Tant qu'elle ne cède pas, c'est une zone couplée au niveau aussi des 50% de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Donc, tant qu'elle ne cède pas, eh bien, pourquoi pas tenter des achats sur cette zone. Là, l'avalement 4 heures est de bon augure, en tout cas pour la suite, suggérant en tout cas un creux de marché. Maintenant, je vise 44 000 sur le BTC. 44 000, on peut très bien repartir un peu à la baisse, ranger, et derrière, il faudra casser cette grosse zone, cette oblique baissière et les 44 000 pour donner un nouveau souffle et repartir de plus belle. Voilà un peu comment je vois les choses sur le BTC. Et effectivement, une clôture sous les 40 000 dollars, là, risquerait vraiment de se compliquer et là, la dynamique haussière pourrait vraiment commencer à se dégrader. Mais tant qu'on est sur les gros niveaux de support, weekly voire mensuel, eh bien, je cherche plutôt des positions acheteuses sur ces gros niveaux de support. En données hebdomadaires, voilà. Ok, ça va être aussi intéressant à surveiller une nouvelle fois. La moyenne mobile 50 qui va encore remonter d'ici la fin de la semaine. Début de semaine prochaine, elle devrait de nouveau remonter pour venir s'aligner à la borne basse du range. Vous voyez, comme ici, c'était sur les 30K, on avait le range, la MM50, on a fait un peu d'excès, mais rien de grave. Là, elle devrait logiquement remonter et venir converger vers notre zone de polarité. Pareil, pas de panique à avoir, tant pas vraiment une violente incursion sous cette MM50, ce qui vient un peu vient permettre à chaque fois au prix de rebondir dessus. L'Ethereum, pour terminer. L'Ethereum, la clôture hebdomadaire va être aussi intéressante. C'est vrai que si on arrive à tenir Tenkan Kijun en clôture, c'est quand même un peu mieux pour la suite. Mais encore une fois, on est venu taper sur excès la zone de polarité, notre zone de support. Finalement, on n'est peut-être pas dans un canal baissier comme évoqué hier. On a fait une belle accélération. Et là, on tente de reconquérir, de repasser au-dessus de cette zone. Là, derrière, pour moi, ce serait d'aller chercher une fois les 3250.
150, 3250. On a fait une correction et une incursion un peu plus violente que sur le BTC, mais pour autant, le support tient. Le support tient et on est même dans une phase de rebond. Donc là, pareil, peut-être qu'on est venu faire un excès baissier sur cette borne basse de canal. Bon. C'est vrai que si je coupe un peu les mèches, ça permet de... Voilà, cette mèche, en prenant juste les deux ici, effectivement, on a le sentiment qu'on est encore dans ce canal baissier, que logiquement, place au rebond maintenant. Voilà pourquoi je ne suis pas encore vendeur sur l'Ethereum et je verrai plutôt un rebond dans la deuxième zone, en direction des 3250. Si je réajuste ce canal, voilà, ça donne à peu près ça. Vraiment un beau canal baissier, donc sauf si on clôture vraiment sous la zone ce soir, là, ça deviendrait compliqué, mais si on maintient en clôture ce niveau, eh bien, je viserai derrière une accélération vers 3140, 3250. Et derrière, ce qui va m'intéresser, ce sera de nouveau la cassure de ce niveau pour donner, pareil, un nouveau souffle à l'Ethereum pour repartir vers les prochains niveaux de résistance. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Encore une fois, je le répète, mais soyez prudents sur les marchés, notamment avec les annonces de la Fed ce soir. Donc, surveillez votre exposition sur certaines classes d'actifs, notamment sur le dollar si vous tradez le Forex, car on devrait, je pense, avoir pas mal de volatilité. Donc, encore une fois, adapter une gestion stricte autour de votre money management. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour faire un point complet sur la planète finance.